On entame la deuxième étape de cette émission avec nos deux invités, Aziz Fares, Azul. Azul, bonsoir Kamel. Bonsoir, merci. Sofiane Schmitter. Azul. Azul, bonsoir. Bonsoir. Aziz Fares, écrivain, journaliste, ancien journaliste de Chetarwa, journaliste à la chaîne VM ici à Montréal, et membre fondateur, producteur et membre fondateur de la web radio, donc 123, c'est ça? Radio 123. Ouais. Je rectifie quelque chose, Kamel. En Algérie, j'étais producteur, animateur radio. Je n'étais pas journaliste. Ok. C'est bon, c'est bien de... C'est parfait. Merci beaucoup. Sofiane Schmitter, avocat, spécialiste en justice transitionnelle. Et il est ici à Montréal avec nous. Il s'est impliqué beaucoup dans le soutien à nos détenus du Hirak à l'international. Et vous avez dû donc l'écouter et le voir dans les médias et les réseaux sociaux sur cette question-là. Nous avons vécu un événement cette semaine, le 16 février 2021, qui est deuxième anniversaire, donc commémoration du deuxième anniversaire de la marche du Kharata. Kharata comme genre le berceau du Hirak, maintenant admis par tout le monde. C'est à partir de là que c'est démarré. Maintenant, ils sont revenus des milliers de personnes ce 16 et ça donne espoir que ça veut dire que le Hirak va reprendre. Est-ce que, à travers cette mobilisation, selon vous, le Hirak est en bonne santé? Après 2 ans, après 2 ans et une année presque à l'arrêt suite au Covid, dont il a pris une décision responsable d'arrêter les manifestations pour sauvegarder la santé publique. Est-ce que le retour à Kharata est un bon signe pour l'avenir de cette révolution? Aziz Fares. Il faut y croire, bien sûr. Dire le contraire serait diffuser des messages pessimistes. Il faut y croire. Il faut croire que le Hirak n'est pas mort, bien au contraire, qu'il est bien vivant. Et c'est vrai que pendant une année, ça a été extraordinaire, des marches partout, en Algérie, partout dans le monde, ici à Montréal, entre autres. Une année de pandémie qui a empêché les citoyens et citoyennes de manifester, de façon responsable d'ailleurs. C'est très bien comme ça. Aujourd'hui, il y a un renouveau. Et ce renouveau, il faut y croire. Il faut entretenir la flamme pour que ce Hirak trouve sa voie véritable et trouve surtout la voie de la liberté. C'est, je pense, un espoir qu'on doit entretenir. On doit se battre pour ça. C'est pas facile, mais Kharata, c'est une étape importante. Et cette étape, il faut la franchir, il faut continuer, et on le fait tous. Moi, j'y crois. On a vu beaucoup de figures, comme on parle d'acteurs, j'aime pas ce mot figure du Hirak, mais plus d'acteurs du Hirak connus sur la scène, qui sont venus à Kharata et appuyer cette marche-là. Est-ce que ça veut dire qu'on a dépassé les zizanies à l'intérieur de l'élite du Hirak? Je ne pense pas qu'on dépasse ou on ne dépasse pas, mais le plus important que les personnalités, parce que c'est des acteurs ou des personnalités publiques, soit des chefs des partis ou d'autres avocats, donc ils ont accepté l'appel de participer avec la population. À mon avis, le Kharata, c'est que toute la population, parce qu'ils sont venus de plusieurs wilayats d'Algérie, même si depuis la pandémie, il faut dire que c'est vrai que dans toutes les autres wilayats, il y avait une suspension des manifestations, mais il faut reconnaître que dans la wilaya de Bougie et de Tizi Ouzou, il y avait pendant cette période des manifestations, des rassemblements donc à cette période. Mais à Kharata, c'est en quelque sorte la reprise de toute la population, de réitérer sa revendication, la revendication de la fin du système
du système du pouvoir du régime algérien et la revendication d'un État démocratique, pluraliste, un État de droit, et surtout avec le slogan un État, donc la population a retiré encore, même après la suspension des manifestations, ils ont retiré le slogan pas un État civil, pas un État militaire. Donc moi j'ai un espoir que la population a été obligée, comme il a dit M. Fares, par un acte de responsabilité, parce qu'il y a une situation exceptionnelle, c'était la pandémie, mais maintenant la population a repéré son droit de manifester dans la rue, c'est son droit fondamental, et de revendiquer son rêve, c'est de construire un État de droit, un État démocratique, libre et pluraliste. C'est vrai, comme vous l'avez mentionné, Bougie et la Kabylie en général, Tizi Ouzou et Bijaya, il y avait des manifestations qui ont continué, même avec, d'ailleurs, un événement dont on peut parler, c'est qu'il y avait une convocation de plus de 32 personnes en même temps à la justice, donc à Bijaya. Donc ils ont convoqué, et c'est des jeunes qui ont voulu juste manifester. Donc on les salue, on leur rend hommage, et puis on rend hommage aussi à tout le monde à travers le territoire national. Tout le monde parle dans cette révolution d'un manque de pédagogie pour ramener le peuple c'est-à-dire à développer plus de concepts pour mieux avancer. Parce que la révolution ne peut pas avancer sans que le peuple n'intègre certains concepts nouveaux qui sont là obligatoires à assimiler pour que la révolution se tienne en bonne santé et avance. La place du journaliste, de l'écrivain, dans cette révolution, comment vous l'évaluez, M. Fares? Mais ça dépend. L'apport. Ça dépend de quel point de vue on se place. Si on est journaliste, écrivain, si on est un intellectuel, si on est épris de liberté, alors évidemment qu'on va soutenir un mouvement comme ça. Mais tu parles de révolution. Le Hirak, c'est une révolution. Mais une révolution, pédagogie, pas pédagogie, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Est-ce que les élites ont fait ce qu'elles auraient dû faire? Est-ce qu'elles ont pu faire ou ne pas faire, etc. C'est un débat qui est très vaste. Et je reviens à la question qui est le rôle de l'élite ou des intellectuels, des journalistes, si tant est qu'ils fassent partie de l'élite. Mais une révolution, c'est d'abord des gens. C'est des gens. Et il va falloir, quand je dis il va falloir, je suis prudent. C'est pas, je dis il faut faire ça. Mais c'est toute une prise de conscience. Ça fait 6 décennies que l'Algérie vit des moments difficiles, a traversé des moments douloureux, particulièrement ces dernières années, avec une guerre contre les civils qui a fait 200 000 morts, au moins. Il va falloir surmonter tout ça, dépasser tout ça. Et je trouve extraordinaire aujourd'hui que les gens, les hommes, les femmes, les enfants, les vieux, les jeunes, les malades, les handicapés, tout le monde est sorti. Et c'est ça la vraie révolution. C'est pas juste faire partir Bouteflika, qui ne voulait pas partir, qui est parti sans être parti d'ailleurs. C'est pas que l'armée prenne le pouvoir qu'elle a toujours eu, c'est qu'il y ait une révolution d'abord des esprits, des mentalités. Et ça ne peut pas se faire comme ça sur un claquement de doigts. Il faut peut-être que chacun y mette du sien. Les journalistes peut-être, les intellectuels, les avocats, la justice, le citoyen, la citoyenne. C'est une prise de conscience. Et celle-là, elle se fait progressivement. Il a fallu peut-être 60 ans. Il va falloir peut-être attendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Non pas pour changer de gouvernement. On vient d'annoncer qu'il y aurait un nouveau gouvernement. Et puis après, c'est au niveau des mentalités. Et ça, c'est la vraie révolution. C'est celle que j'espère, c'est celle que je souhaite, c'est celle à laquelle je tente de contribuer. Parce que si on retourne un peu à la révolution qui a été faite en Égypte,
on se souvient que les réseaux sociaux, l'Internet a joué un rôle important dans la communication et c'était l'élément fondamental qui a permis à la société, donc au peuple égyptien, de s'organiser et de déstabiliser le régime. Et en Algérie, on connaît que le système a verrouillé près de 23 chaînes. Nous avons le NTV, qui est une chaîne de télévision privée, publique plutôt, avec les chaînes de télévision privées autour de 23, je pense. Il les a fermées toutes au débat contradictoire, au débat pour la conscientisation du peuple. Est-ce que nous avons utilisé les réseaux sociaux de manière optimale pour contribuer à la conscientisation de la société sur la question du changement de système de gouvernance en Algérie? Moi, je pense que c'est grâce, entre autres, aux réseaux sociaux que la population, surtout la jeunesse, a pris conscience de la nécessité de la lutte pacifique pour un changement politique en Algérie. Donc, premièrement, puisque les réseaux sociaux, il y a une certaine impossibilité de la censure, même si on réprime, on convoque, on surveille les réseaux sociaux par des services bien spécialisés, soit au niveau de la police nationale ou au niveau de la gendarmerie nationale, et on convoque les jeunes à cause de des publications qui n'incitent pas à la violence, qui ne préconisent pas la violence, qui n'incitent pas à la haine, etc. Au contraire, les personnalités qui ont incité à la haine ethnique et culturelle, ils bénéficient de l'impunité. Hein. Alors que les jeunes qui expriment pacifiquement un rêve... Ils donnent son avis sur la religion et les copes de... Sur la religion, par exemple, Yassine Mibarki, il y a Walid Keshid, etc., qui a purgé une peine. Hein. Il n'a pas bénéficié d'une amnistie ou d'une grâce, il a purgé la totalité. Et Mibarki, je pense, jusqu'à maintenant, on ne sait pas s'il bénéficie d'une liberté provisoire parce que son affaire elle est en cours devant la Cour suprême. Khaled Rani, le journaliste Khaled Rani, a bénéficié d'une liberté provisoire, pas de grâce. Ce n'est pas une grâce, mais c'est une liberté provisoire, comme Rachid Nikez. Mais on entend est-ce que Yassine Mibarki aussi, est-ce qu'il va bénéficier d'une liberté provisoire? On entendra ces prochains jours. Donc je pense que les réseaux sociaux, l'Internet, les émissions ont joué un très grand rôle pédagogique, de diffusion de ces concepts, d'expliquer les concepts, l'état de droit, les droits humains, la lutte pacifique pour la démocratie, elle est importante. Et c'est pour ça d'ailleurs une des causes que les régimes n'ont pas pu... parce qu'ils maîtrisent les médias. Tu sais, vous avez cité la chaîne publique avec les privés, mais moi personnellement, en tant que juriste, j'ai étudié le droit international. Je peux faire la différence entre un organe de presse et un organe de propagande. Tu vois, parce qu'en droit international, c'est très important. Un organe de propagande n'est pas protégé par le droit international humanitaire. Tu vois. C'est un instrument de guerre. Tu vois. Les armées en droit international peuvent être considérées une chaîne, disons, de télévision, mais elle est de propagande, peut être une cible légitime, une cible militaire légitime, tu vois, contrairement à une télévision. D'information, une chaîne d'information, de débat, même s'il y a une ligne éditoriale. Mais malheureusement, la chaîne publique ou, disons, les chaînes, on le voit, les chaînes de télévision privée, la propagande, la haine, la stigmatisation de certains gens, de certaines catégories de personnes, ce sont les critères, ce sont des instruments de guerre psychologique menés par le pouvoir contre la population civile. Donc, mais ils n'ont pas réussi, en fin de compte. C'est grâce aussi aux réseaux sociaux. Les jeunes peuvent se partagent entre... Moi, je suis beaucoup dans les réseaux sociaux, comment les jeunes d'autres wilayas avec les jeunes de la Kabylie, tu vois, je remarque beaucoup plus, par exemple, la jeunesse. La jeunesse, par exemple, en Kabylie, ils maîtrisent, ça c'est un des aspects que j'ai remarqué, ils maîtrisent parfaitement l'arabe. Des jeunes, ils maîtrisent très bien donc ils ont. Mais c'est les autres qui ne maîtrisent pas le kabyle. Exactement. Mais c'est eux,
les jeunes de la wilaya de Kabylie, donc ils ont plus de moyens de faire diffuser les messages. Tu vois, et ça, c'est très important quand on a acquis une langue, on devient un outil de communication, etc. Et je pense ça démystifie, parce que le régime a toujours démystifié une région, la diabolisé, la stigmatisé, tu vois. Et ça joue un rôle de démystifier, tu vois. Et ça fait mal au régime, tu vois. Unir le peuple de différentes régions, ça sera un véritable danger pour le pouvoir. La censure, vas-y. Oui, je voudrais dire une chose, c'est que les réseaux sociaux, oui, ils ont joué un rôle, ils sont utiles. Mais tu parlais de l'Égypte tout à l'heure. Je pense que la situation est quand même différente. L'Égypte est un vieux pays avec une presse, avec une intelligentsia aussi, des écrivains, un prix Nobel, entre autres. Le pouvoir algérien a laminé tout ça. Il a détruit tout ça. Il a détruit tous les relais dans la société. Les intellectuels, l'intelligentsia, les médias, la justice. Le théâtre. Oui, mais tout ça, je dis l'intelligentsia, les créateurs, les artistes, les peintres, les musiciens, etc., la culture. Et donc, il a coupé tous les réseaux sociaux d'un être, un peu comme on fait d'un arbre un bonsaï. Et donc, il a coupé les racines qui sont importantes, qui nous relient à notre histoire. On est au Québec, je me souviens de mes racines, c'est très important ça. Et donc, ce pouvoir a toujours travaillé dans le sens où il fallait couper les racines des gens. On ne doit pas parler le kabyle, le berbère d'une façon générale, on doit parler que l'arabe. J'ai fait de la radio, j'ai fait de la télévision à une époque où il fallait un animateur qui parlait l'arabe pour passer à la télévision. Sinon, je ne pouvais pas. Aujourd'hui, ça se fait en français. Mais disons que pendant des années, le système politique algérien a tout fait pour étouffer, couper surtout les liens qu'il y avait dans la société. Ouais, et ça, c'est dramatique. Alors, les réseaux sociaux, ils permettent de renouer. Mais il faut aller plus loin que ça. Il faut maintenant peut-être redéfinir un projet global, les fondations même du pays. Regarde, il a cité un bel exemple parce que quand on regarde la jeunesse au niveau de la Kabylie, qui a développé le niveau de langue arabe pour rentrer en contact avec les autres régions, et en face, on trouve qu'il n'y a aucun effort qui est fourni pour apprendre la langue arabe, la langue kabyle, la langue amazigh, en dehors de la Kabylie, pour communiquer. Ça c'est à déplorer pour un peuple qui cherche un changement, je pense. Parce que quand on vit dans un même pays, on doit se comprendre. Les outils de communication, ce sont les langues locales. Donc, l'arabe algérien, le derja, le tamazight, donc différentes variantes. Il y a la langue. La langue française aussi. Mais il y a la langue. Mais au-delà de la langue, il y a le langage. Le langage qui permet de communiquer. Si en français, je parle en français, dans un français académique, avec des mots savants, ça n'intéresse personne. Mais si je parle un français accessible, si je parle en derja, en arabe, ça se fait maintenant à la télévision, à la radio. C'était interdit avant. Interdit. Voilà, parce que c'est la langue populaire. La langue populaire. Mais oui, c'est un langage. Non, plus que la langue populaire. Plus, c'est un langage. C'est une façon de s'adresser à l'autre. C'est pas juste une langue populaire. C'est pas dire salam alaykoum wa rahmatullah. Non, c'est dire salam alaykoum ou bien Sabah khair. C'est ça. C'est un langage qui est compris, qui est accessible. Un seul l'a fait en Algérie, c'est Boudiaf. Oui, parce que quand un peuple parle la même langue, il se comprend, il communique. Donc, quand on communique bien, on se comprend, on agit ensemble de façon cohérente. C'est ça que le système... c'est la langue de bois. La langue de bois a réussi. Donc, dans toute cette révolution, Maître Chouita, si on compare à la Tunisie,
À Tunisie, nous avons vu les deux éléments, les deux forces qui ont joué sur la réussite entre guillemets, il reste encore, parce que c'est 10 ans, donc c'est le JTT et la corporation des avocats qui était structurée, organisée. Donc, est-ce qu'en Algérie, nous avons une corporation des avocats? Quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses? Non, malheureusement, malheureusement, donc les syndicats, bon, on a les GTA qui fidèles au régime. Rejeté. C'est beaucoup plus un appareil du pouvoir que pour contrôler les travailleurs, etc. Mais malheureusement, je fais la distinction pour le barreau entre les avocats et les quelques avocats qui défendent les droits humains et entre la corporation, le conseil de l'ordre, tout ça, qui malheureusement, pour plusieurs raisons, c'est des gens beaucoup plus proches du pouvoir. Ils sont beaucoup plus pouvoir. Au moins, ils ne prennent pas des positions qui fâchent le pouvoir. Pourquoi? Donc, il y a des intérêts, ils ont plus des intérêts liés au pouvoir. Ce sont aussi des avocats du pouvoir. Aussi. La peur? Je pense beaucoup plus parce qu'il y a des gens, le pouvoir aussi, il a ses propres avocats, comme il a des médecins, comme il a des journalistes, comme il a Le système est partout, le diable est partout. Donc ils ont réussi. Ça a commencé par, à l'époque du parti du FLN. Donc le FLN a bien réussi à mettre ces éléments, soit au barreau, dans tous les secteurs, tu vois. Donc c'est de la continuité. Mais il y avait quand même à l'époque, dans le contexte de Hirak, il y avait des mouvements, par exemple la Constantine, les avocats, dans une assemblée générale, ils ont obligé le bâtonnier qui était depuis 1987, tu vois, il a régné sur le barreau de Constantine plus que Bouteflika, mais dans le contexte de l'Hirak, c'était beaucoup plus les jeunes avocats qui ont tout fait, tu vois, dans une assemblée très électrifié, ils l'ont obligé de quitter le barreau. Donc ils ont arraché le barreau ou le conseil de l'ordre des mains d'une certaine nomenclatura proche de pouvoir. Donc, mais comme il a dit M. Ferres, la révolution c'est tout un processus. Ça peut prendre. C'est des luttes quotidiennes pour reconquérir les espaces, les secteurs professionnels, intellectuels. Tu vois. Donc, tout à l'heure, vous avez posé sur les questions du rôle des journalistes. Il faut comprendre que les journalistes, ils ont été réprimés. Entre autres, Khaled Drarni. Il a bénéficié d'une liberté, je répète encore, il a bénéficié d'une liberté provisoire. Tu vois. Ce n'est pas une amnistie, ce n'est pas une grâce. Tu vois, il est poursuivi. Tu vois, il entend le verdict de la Cour suprême le 25 février. Vous avez par exemple un journaliste à Annaba, je ne me rappelle plus son nom, Benjamin et tout ça, c'est plus de 17 fois il est devant les tribunaux. Il passe ses journées devant les tribunaux. Tout le temps, il est convoqué. Tu vois, donc c'est un harcèlement judiciaire et policier. Vous avez aussi le journaliste à Constantine Zrich, qui a purgé une peine, tu vois, il a été condamné, la police a saisi ses matériels d'un petit studio de radio. Il n'a pas récupéré encore son droit de... Non, pas encore, etc. Tu vois, okay. Donc, c'est mais Khaled Drarni, vous dites qu'il n'est pas, il n'est pas gracié, donc comment il est sorti alors? Les autres, c'est-à-dire que la grâce, est-ce que tu peux nous expliquer la grâce, c'est quoi là? Normalement, pour moi, ma compréhension, quand quelqu'un est gracié, on efface et tu es libre, c'est ça? Non. La grâce, c'est un pouvoir constitutionnel seulement pour le président de la République concernant les gens qui ont été condamnés définitivement. C'est-à-dire qu'il y a un jugement définitif, c'est-à-dire qu'il n'est pas susceptible d'appel ou de pouvoir de cassation. Donc, il purge la peine. Alors, le président de la République, soit il a le pouvoir de mettre fin à la peine, c'est-à-dire de le libérer, ou de diminuer la peine. Par exemple, les gens qui ont été condamnés à la perpétuité, il peut diminuer la peine jusqu'à 20 ans, 15 ans de prison ferme. Donc c'est ça la grâce. Elle touche seulement les gens qui ont été condamnés définitivement. Mais une fois qu'il est sorti, on n'entend plus parler de cette... Oui, mais l'infraction et la peine, elle est inscrite au casier judiciaire. Pas grave, mais il n'y aura pas de poursuite subséquente. Non, il peut être poursuivi pour autre chose. Mais dans le cas de Drarni, c'est autre chose.
Non, Rani, il a bénéficié d'une liberté. Le président de la République ne peut pas le gracier parce que le jugement il n'est pas définitif. Il est en cours devant la Cour suprême. Donc, la seule chose, c'est les tribunaux. Donc, pour son cas, c'est le président de la chambre correctionnelle de la Cour d'Alger. Donc, c'est lui qui a statut, en principe. Donc, c'est le téléphone toujours qui l'a libéré. On a donné le téléphone. D'après la version, parce que les avocats, ils n'étaient pas au courant. Les avocats, ils n'étaient pas au courant. C'est ça que j'ai lu. Ouais. Et ils se posaient des questions. Est-ce qu'il y avait des audiences exceptionnelles dans un week-end, au moment où les tribunaux sont fermés, parce que c'était le vendredi. Mais d'après la déclaration, j'ai vu la déclaration de Rachid Nekez, il dit, c'est le directeur, il est venu, le directeur de la prison de l'Abiad Sédéchir, tu vois, il lui a dit, écoute, il faut écrire maintenant une demande de liberté provisoire. Tu vois. Bon, il dit, mais c'est quoi ça, je demande une liberté, c'est quoi ça? Il lui dit, écoute, moi je ne sais pas, je vais rester l'ordre, il faut que tu écris. Donc il y a une demande de liberté provisoire de l'inculpé ou de l'accusé, et c'est sur la direction, enfin les services pénitentiaires qui l'ont remis à la justice, et puis à huis clos, au bureau, ils ont... Donc on est toujours dans la... Ah oui, oui. En dehors de la grâce, on est dans la... C'est toujours le pouvoir exécutif qui décide, parce que c'est pas normal. Comment ça se fait-il que les avocats, à chaque fois ils demandent la liberté provisoire, elle est rejetée. Ils ont fait des appels, ils sont rejetés par les juges, et ce sont les mêmes juges qui, comme par hasard, sans qu'il y ait une demande, ils prennent les décisions de mettre les gens en liberté provisoire. On est dans une république. Enfin, on applaudit quand même. On est content pour qu'il soit retourné chez eux. de toutes ces personnes, bien sûr. Oui. Mais je reviens rapidement, Kamel, si tu permets, sur un point. Oui, il y a eu Khaled Rarni, il y a eu des gens qui ont été accusés, condamnés, etc. Mais le traumatisme est beaucoup plus ancien. Il y a eu la décennie qu'on a appelée rouge ou noire, avec l'intelligentsia qui a été décimée, des journalistes qui ont été condamnés, qui ont été assassinés. Moi, je me souviens, je vivais à l'époque en Algérie, où je disais, c'est fini, je ne peux plus aller au cimetière pour enterrer des confrères et des amis. Et c'est un traumatisme. Et la société algérienne, il faut qu'elle arrive, et doucement, doucement, à sortir de ce traumatisme et à rejeter tous les démons qui lui ont empoisonné la vie. Ça, c'est la justice transitionnelle. Un jour. C'est un jour. Mais c'est Aziz Fers. Vous avez fait la radio donc, en Algérie, Châteauroux. Vous avez... À quelle époque? J'ai commencé en 1967 et j'ai quitté définitivement en 1996. Je suis retourné pour quelques années de 2003-2005 et puis je suis revenu ici. Donc vous avez vécu une bonne période où la censure s'abattait sur les médias, c'est d'un média public. Il y avait une limitation dans la liberté d'expression. La censure, elle était très subtile. Rien n'était interdit, mais rien n'était permis. Mais on est là... C'est beaucoup plus de l'autocensure, non? C'est pas de l'autocensure, c'est que... c'est dans l'air du temps. C'est-à-dire que... exemple concret. Après la guerre des 6 jours, 67, j'étais déjà à la radio et on nous interdit verbalement de diffuser certains artistes, dont les Beatles ou Johnny Hallyday. Pourquoi, on ne sait pas. Hein. Bon. Ça a duré des années. Des années. Les Beatles se sont séparés. Et un jour, j'ai dit au responsable, qui est un ami de la production, je lui ai dit, écoute, ils se sont séparés, on va passer John Lennon tout seul, Paul McCartney tout seul, etc. Il m'a dit, passe-les et passe les Beatles. Et on a passé. Et personne ne nous a rien dit. Et on ne sait même pas pourquoi. Et on ne sait pas, non, il n'y a pas de raison. C'est qu'un jour, quelqu'un a dit, il ne faut pas faire ça. Il le dit verbalement. Il n'y a jamais d'étrait. C'est très, je disais subtil, c'est très vicieux. Oui, mais ça veut dire que la question, pourquoi j'ai parlé de ça, la question est suivante. Un système politique comme le nôtre, pour le déconstruire, pour le détruire, il faut lui couper ses relais partout.
il faut lui couper sa façon de travailler. Donc, ces leviers, ces éléments sur lesquels il s'appuie. Donc, et là, dans les médias, et là, dans la corporation des avocats, et là, si on n'arrive pas à couper tous les éléments qui font la politique du système, la révolution ne réussira pas. Oui, mais c'est pour ça que Yetnahaouga, c'est bien beau, c'est bien, mais c'est pas possible aujourd'hui. C'est pas une rupture qu'il faut, c'est des ruptures. C'est ça que tu dis, Kamal. Oui, mais au niveau des médias, qu'ils soient privés ou publics, toi qui as fait les médias, aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais fait peut-être pour rester à ton poste et participer à la révolution en même temps? Mais j'aurais fait ce que font les gens qui sont en poste aujourd'hui, à la radio particulièrement, la radio algérienne d'expression française, la chaîne 3 comme on l'appelle. Il y a des gens qui se battent et qui se font suspendre et qui se font arrêter et qui se font tabasser et qui se font interpeller. Il y en a beaucoup. Oui. Il y en a d'autres qui démissionnent et sacrifient leur salaire. Bien sûr. On les salue. Bien sûr, on les salue, oui. Ils ont du courage. Ils sont sur le terrain, ils sont au front, hein, vraiment. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller doucement, doucement. Mais cette rupture globale, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je prends l'exemple. Oui. Bourga, quand il a été arrêté. Oui. Le commandant de la Wilaya 4, le journaliste ou les journalistes qui sont passés devant l'écran et le déclaré comme un traître, par la suite, les mêmes journalistes, après à sa mort, ils l'ont présenté comme un héros. Ces gens-là, à l'intérieur, entre collègues, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de bloquer ce genre d'individus? Parce qu'ils font le travail du système, c'est eux le système réellement. Mais Kamel, comme je t'ai dit, ce sont beaucoup plus des organes de propagande. Hein. C'est fait pour ça, pour l'action publique. D'ailleurs, ils ont récidivé avec Khaled Rani. Khaled Rani, il n'était pas considéré comme un journaliste, alors qu'il a fait interviewer deux chefs d'État. Maintenant, hier par exemple, El Biled, tout ça, Itlaq Sarah, libération du journaliste Khaled Rani. Oh, comme par hasard, il est dévié. Alors que le ministre de l'Information, moi que je nomme ministre de la Propagande, M. Belheimer et tout ça, il était catégorique, c'est pas un journaliste. Tu vois? Je sais que les conditions sont difficiles. Là, je ne suis pas en train de les responsabiliser ou de blâmer, mais je parle en général. Est-ce qu'il y a une organisation, association de journalistes. Mais quand même, c'est dans ce qu'on appelle dans les transitions démocratiques. Ça arrive dans les transitions démocratiques. Après la fin d'un régime, une instauration c'est dans un processus qu'on appelle de justice transitionnelle qui a plusieurs options. Hein. Pas seulement la recherche de la vérité par les commissions de vérité, les tribunaux pour punir les criminels contre l'humanité, la réparation pour les victimes, mais il y a ce qu'on appelle l'option de la réforme institutionnelle. Et il y a ce qu'on appelle j'aime pas le terme, c'est pas de la purge, mais c'est comme une forme de nettoyage, tu vois. Les institutions, au fur et à mesure, c'est un long processus qui touche la justice, les services de sécurité, les autres établissements. Pas purger, mais de nettoyer, tu vois. Il y a des gens qui ont eu des responsabilités, soit par la corruption, soit par autre chose. C'est au fur et à mesure qu'ils vont être obligés d'être limogés, mais à la retraite, etc. C'est un long processus, tu vois, et c'est très délicat. C'est très délicat parce que je ne pense pas que ce n'est pas le thème de la transition peut-être, mais dans une transition, il y a toujours les dangers de ce qu'on appelle les anciens perpétuitaires, les anciens responsables, ils ont encore la capacité de nuisance. Dans une transition, tu as des institutions qui sont encore faibles. Hein. C'est un noyau, c'est un enfant, tu vois. Des institutions, ils sont encore pas solides, fragiles. Mais les anciens du régime, qui ont les moyens, ils ont les réseaux, tout ça, ils ont cette capacité. Ils sont capables de détruire le processus démocratique. Donc, et les décideurs, généralement, on a vu dans l'Amérique latine, c'était un dilemme. Il fallait y aller doucement, comme tu as nommé, il fallait y aller doucement. D'un côté, sauver ce processus jeune de démocratisation, mais au fur et à mesure, quand il y a une possibilité de nettoyer
les services publics et tout ça, il le faut. On ne peut pas traiter Ouais. tous les sujets, mais ce que je voulais parler des journalistes, c'est pas de les blâmer, pourquoi ils font pas, pourquoi et tout ça, ou bien des avocats, mais quand ils sont entourés d'une structure organisée qui protège tout le monde, je pense que la peur va disparaître. Donc c'est ça que je vois. C'est un ensemble, Kamel, c'est un ensemble. Les journalistes, oui. Les musiciens, les hommes politiques, les partis politiques. C'est ça dans la société civile, donc elle doit s'organiser. Oui, bien sûr. Mais il faut commencer. Il faut commencer. Et on est tous pressés. On a tous envie que ça change. Mais le système, lui, comme on dit, c'est quelque chose d'abstrait, hein, mais en même temps très concret. Le système, il ne peut pas se faire harakiri. Il ne peut pas s'autodétruire, le système. Donc, il va falloir une transfusion progressive, comme le système cardiovasculaire, hein, il va falloir changer certaines choses, changer certaines pièces, comme une voiture, changer le cœur, changer le foie, changer etc., des greffes, etc., progressivement. Mais tout changer comme ça me semble difficile. C'est ça que je dis, justement. C'est ça. Bon, Bouteflika est parti. Boudiaf a été assassiné, Chadli est parti, etc., etc. Et on prend les mêmes et on recommence. Et là, la différence, c'est qu'il y a un réveil de la société, pas juste de la société civile, de la société dans son ensemble. Les avocats, les journalistes, chose qui ne se faisait pas avant. Et il y a ce réveil, et ce réveil, il permet maintenant d'espérer, chose qui n'existait pas. Il y avait une sorte de fatalisme, c'est comme ça, c'est comme ça. Et si on veut que ça change, il faut qu'il parte. La différence, c'est qu'aujourd'hui, le pouvoir n'a plus les mêmes atouts qu'il avait avant. Il n'a plus d'argent, il est à court de réserves intellectuelles, il a coupé tous les relais, il ne gère plus comme il pouvait gérer. Comme avant. Non. Et on a vu les dernières années de Bouteflika, hein, qui était un homme malade, impotent, sur une chaise roulante, incapable de lever la main. C'est à l'image du système. Entouré d'incompétents. Oui, bien sûr, mais ça, ils l'ont toujours été, incompétents. Mais Bouteflika symbolisait physiquement le système qui est aujourd'hui agonisant. Alors, est-ce qu'il faut tuer Bouteflika ? Je ne me permettrai pas de dire ça. La dernière question, pour finir avec ça, là, c'est quoi, selon vous, qu'est-ce qui manque pour dépasser ce marasme? Parce que nous sommes dans un marasme. Le Hirak, il n'arrive pas encore. On espère que le 22 va redémarrer, mais on sent que dans les discussions sur les réseaux sociaux, il y a un certain marasme au sein de la société, en dehors de la crise sociale, économique et sanitaire. Selon vous, c'est la dernière question à vous deux, qu'est-ce que vous préconisez comme solution pour dépasser cette situation? Moi, je n'ai pas de solution à donner, mais ce que je sais, c'est que le contexte est beaucoup plus favorable avec les conditions sociales et économiques du pays. Hein. C'est presque la faillite. Hein. C'est non seulement la faillite du système sur le plan politique, tout ça, mais sur le plan économique et social, c'est un contexte favorable à la révolte. Acheter la paix sociale, c'est fini. Comme avant, il y avait les moyens, on peut acheter les logements sociaux, tout ça, c'est fini maintenant. Donc, est-ce qu'il faut s'organiser? Je pense qu'il y a des débats. Le Hirak, la société, il y a des discussions, il y a des débats. C'est vrai, il y a des polémiques aussi. Est-ce qu'il faut s'organiser? Est-ce que la représentativité? Est-ce qu'il faut négocier? Est-ce qu'il faut dialoguer? D'autres, non. Mais c'est ça. Mais c'est ça la vie démocratique. Moi, je l'ai dit dès le début du Hirak, c'est à la fois une révolution, mais c'est un processus d'apprentissage. Une population peut-être 30 ans, je ne sais pas, après janvier, après l'arrêt du processus électoral de janvier 92, il n'y avait plus de politique. Il y avait une certaine politique à l'époque post-octobre 88, avec la société civile, le pluralisme et tout ça, et puis c'est fini, c'est la guerre, puis c'est l'ère de Bouteflika, mais il n'y avait pas réellement de la politique. Les gens, ils sont fous complètement. Ils sont...
Mais là, depuis le Hirak, tout le monde. Il y avait des forums, on a vu par exemple le forum chez les artistes, les théâtres, chez les étudiants universitaires, tu vois. Je pense que la reprise, hein, Ça se construit. parce qu'avec cette polémique sur les réseaux sociaux, peut-être il dit qu'il n'y avait pas il y avait pas des activités dans le terrain. Tu vois. Ok. Je pense que le retour au terrain, tu vois, ça va permettre le dialogue direct avec les différents acteurs. Oui, la démocratie, hein, c'est pas juste mettre un bulletin de vote, surtout si l'urne est truquée. La démocratie, c'est le dialogue, c'est le débat, c'est l'échange, c'est l'écoute de l'autre, c'est la tolérance envers l'autre, c'est le respect de l'opinion des minorités aussi. C'est important. Or, tout ça, l'Algérie ne l'a pas connu. L'Algérie parlait d'une seule voix. La question qui se pose maintenant, c'est que c'est vrai que vous avez arrivé à un point intéressant. Le Coran islamiste, il te dit maintenant, laissez le peuple décider. Ça veut dire que s'il veut un État islamique, donc c'est le vote, il va. Est-ce que c'est admissible? Non, ce n'est pas admissible. Je ne dis pas que la volonté du peuple ne doit pas être prise en compte, mais on n'a jamais tenu compte de l'avis du peuple. L'opinion du peuple, on s'en moquait éperdument. Alors, justement, le pouvoir tente de faire éclater ce mouvement qu'il ne contrôle pas. Eh bien, qui représente le Hirak? Mais non, parce que jusqu'il y a 2 ans, c'était impensable le Hirak. C'était impensable. Ah, qui dirige? Tu parlais de zizanie tout à l'heure. C'est normal qu'il y ait des zizanies. La révolution algérienne, lorsqu'elle a commencé en 1954, il n'y en avait pas des zizanies. Il y en avait, oui. Mais je pense à votre question, c'est qu'il faut introduire le concept que les pères fondateurs américains des États-Unis ils l'ont inventé d'ailleurs. C'est la tyrannie de la majorité. Une démocratie, c'est le gouvernement de la majorité, mais s'il n'y aura pas des garde-fous, un état de droit, avec une charte des droits et des libertés qui limite les pouvoirs, tu vois, avec une véritable indépendance de la justice, des séparations de pouvoirs, le gouvernement de la majorité, il va devenir la tyrannie de la majorité. C'est lui qui l'impose, puisqu'il a la majorité de façon, tu vois. En violation des droits et libertés des minorités, qu'elles soient politiques, ethniques, sexuelles, etc., etc. Donc, construisons une démocratie, oui, pour que le peuple exerce sa souveraineté, mais en même temps, il faut un état de droit très, très fort. Exactement, pour que le gouvernement de la majorité ne se transforme pas en une tyrannie de la majorité. Merci, maître. Merci, Aziz Fares. On va écouter notre amie de Genève, Radia. Elle va finir avec une note positive. Le Hirak, donc depuis le premier jour, en fait, depuis le 22 février 2019, c'était vraiment extraordinaire à Genève. Il y avait tous les Algériens dans la région, soit en Suisse, soit à la France voisine. Donc, tout le monde était là devant l'ONU. C'était vraiment formidable. C'était magnifique. J'ai jamais vu ça. Ça fait 10 ans que je suis en Suisse, mais c'est la première fois que je vois la communauté algérienne devant l'ONU comme ça. Donc, après, ça commence à diminuer un peu jusqu'à maintenant. Donc, il n'y a pas trop de monde. C'était pas comme avant, quoi. C'est triste, mais tout ce qu'on a vécu, c'était magnifique, quoi. L'objectif, l'essentiel de changer le système vraiment à zéro. Donc, ça veut dire on va construire une nouvelle Algérie, une Algérie libre et démocrate. Donc, si on soit vraiment unis, on peut arriver à notre but parce que c'est le but de tous les Algériens. Ils veulent vraiment un changement radical. Ils veulent vraiment vivre autre chose. Parce que le peuple algérien, il a trop souffert depuis, en fait, avant même 62, mais depuis 62 jusqu'à le 22 février. Donc, je pense que le peuple, il a pris beaucoup de leçons. Et cette fois, ça sera vraiment la seule occasion, je peux dire, on peut vraiment changer l'Algérie. Si on soit tous unis, hommes, femmes, Chaouia, Arbi, Qbaili, tous les Algériens, soit en Algérie, soit en Europe, soit en tout cas dans le monde entier, on va avoir juste un seul objectif. On va oublier nos problèmes entre nous. On va avoir juste
un seul objectif, je pense qu'on va réaliser notre rêve. Je pense, qu'est-ce qui va casser le Hirak, en fait, c'est l'idéologie surtout. Donc, et chercher d'autres problèmes ou bien des problèmes de passé pour les régler maintenant. C'est pas le moment. Donc, le peuple algérien, il n'est pas sorti pour, en fait, pour régler certaines, en fait, problèmes ou bien certaines choses qui étaient passées déjà dans le passé. Le peuple algérien, il est sorti pour une nouvelle Algérie, pour un Algérie de droit, un Algérie libre. Tu peux vivre dans ton pays comme tu veux. Donc là, on est empêché de faire ce qu'on veut. Même les journalistes, ils peuvent même pas exercer leur profession parce que ils étaient empêchés par le système. Non, on peut pas parler notre langue, par exemple, maternelle. Donc parce que le système, il nous a imposé, par exemple, une langue que le peuple n'a pas acceptée. Il faut toujours qu'on passe vraiment aux élections. Il faut qu'on vote. Pourquoi pas un système fédéral comme la Suisse? Donc, si vraiment on soit solide et unis, je pense qu'on va y arriver. Il faut qu'on oublie le passé. Bah, il fait partie quand même de notre histoire. Mais il faut quand même il faut qu'on dépasse ça. C'est fini. On veut vivre vraiment dans la paix, dans l'amour, dans la citoyenneté, surtout dans notre Algérie nouvelle et démocrate à 100%. J'espère que cette émission vous a plu et on se revoit à la prochaine émission. Merci d'avoir répondu à notre appel. Merci de nous avoir invités. Merci. Pour nos auditeurs, si on s'est exprimé beaucoup en français, c'est parce que c'est la meilleure façon pour s'entendre et transmettre le message. تقبيلي تتسنتسارا مي غيدغلي الوقت نهضر تدنيني مي تيكتي الى قتصوض الى قتدنيني ستروميت سورف ثغميلا عطاسي دنا ستروميت ارتيكل تنظنين ثدمير تيكلانيتنا على بروشين